l'actualité sociopolitique, économique et culturelle en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La Tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. La Tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. Jeudi 14 septembre 2017, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission La Tribune de l'actualité plus, l'émission qui vous aide à mieux comprendre l'évolution de l'actualité en Guinée, en Afrique et partout dans le monde. La situation empire à Boké, on parle d'un mort, des blessés, véhicules des forces de l'ordre caillassés, tout est parti, vous le savez, des revendications des jeunes pour le retour du courant électrique dans la préfecture, dans un communiqué rendu public hier. EDG annonce avoir pris toutes les dispositions pour le rétablissement rapide de l'électricité dans la localité. Alors, après les émeutes d'hier, comment la situation évolue sur le terrain? Il est disponible pour nous pendant ces 3 jours et c'est bien le correspondant régional du site guinématin.com dans la localité. C'est bien Mamadou Julde Diallo. Il sera tout à l'heure en direct dans cette émission et comme annoncé hier dans cette même émission, l'invité ce matin ici dans ce studio sur ce plateau, c'est bien Amara Somparé. Il est le directeur du contrôle de la procédure de passation des marchés publics et délégation de services publics à l'administration de contrôle des grands projets et marchés publics. Avec lui, il sera question de son service, de l'ACGPMP, et de l'ARMP également, de la Direction nationale des marchés publics, des types de marchés publics, des rapports qui existent entre l'ACGPMP et les autres structures. Également, on va aborder les chantiers des fêtes tournantes. Pourquoi pas cette situation dans la localité de Boké, puisque lui-même, il est natif de Boké, Amara Somparé. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Aboubacar Kondé, bonjour. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Aboubacar Kondé, bonjour à M. Somparé, à nos auditeurs et téléspectateurs. La mise en onde est assurée par Kanda Omar Kamara, cabinet Sano. La réalisation assurée par Alassane Diallo et toute son équipe, composée ce matin de Kadia Touré et Moro Kamara ici, micro-présentation Aboubacar Kondé. Il est déjà en ligne, Mamadou Julde Diallo, le correspondant régional du site guinématin.com dans la préfecture de Boké. La Tribune de l'actu plus, l'invité. Mamadou Julde Diallo, bonjour. Bonjour. On le rappelait tout à l'heure, vous êtes le correspondant de Guinée Matin dans la région de Boké. Le calme semblait revenir à Boké, mais hier soir, on apprend que les choses se sont empirées et un mort, des blessés et des véhicules caillassés. Dites-nous comment vous avez vécu tout cela. Bien sûr, il y a eu déjà un cas de mort et ce matin, à l'heure où nous parlons, il y a 41 blessés qui sont confirmés par le chef de service d'urgence de l'hôpital régional de Boké. Et le docteur Bernard, que je viens d'appeler, il dit qu'il y a 41 blessés et un seul cas de mort, et celui du jeune Kamano qui a été tiré hier par balle selon les médecins. Et au niveau du centre de santé de Dibé, il était en face. Certains disaient qu'il était dans la manifestation, mais d'autres disent qu'il était assis tranquillement. Mais il y a un cas de mort quand même. C'est-à-dire, hier dans la matinée, parce que jusqu'avant-hier soir, comme je vous le disais tantôt, jusqu'avant-hier soir, il y avait le calme, et la manifestation avait été qualifiée de civilisée parce qu'il n'y avait pas de casse, et seulement la circulation n'était pas libre, mais personne ne s'attaquait à rien. Mais à l'arrivée des gendarmes dans la nuit d'avant-hier à hier, et ce qui a irrité la colère de tout le monde, bon, le matin, et il y a eu affrontement, et dans les quartiers, surtout parce qu'il y a des quartiers les plus hauts, dans le quartier d'Ibia, c'était l'épicentre des problèmes hier. Donc dans le quartier d'Ibia, il y a eu pourchassement entre militaires et entre gendarmes et manifestants. Donc les manifestants étaient en grand nombre par rapport aux gendarmes qui sont venus. Donc ils les ont pourchassés. Dans cette
dans cette échauffourée, il y a eu beaucoup de dégâts, beaucoup de blessés, parce que de part et d'autre, les gendarmes ont été blessés, les manifestants ont été blessés. Donc, jusqu'hier soir, on était dans les environs de 31 blessés, mais ce matin, je viens d'appeler bien sûr le chef service d'urgence qui me parle de 41 blessés. Qui vous parle de 41 blessés. Vous avez rappelé hier, l'imam même s'était mis devant une délégation pour sensibiliser les jeunes afin de rester dans le cadre d'une manifestation pacifique. Est-ce que l'arrivée des gendarmes ou des policiers, certes, a irrité la colère, mais il a fallu quand même un comportement observé de leur côté pour que les jeunes pensent que c'est une répression qui est engagée par les forces de l'ordre? Vous savez, vu ce qui s'est passé la fois dernière à la manifestation d'avril dernier, le 24 avril dernier, vous savez, il y a eu une manifestation à Boké pour les mêmes causes. Donc là, lorsque les gendarmes étaient venus, ce qu'ils ont orchestré, ce qu'ils ont fait, ce qui fait toujours mal aux jeunes de Boké, aux femmes surtout de Boké. Parce que je vous apprends, hier dans la soirée, les femmes de Boké, surtout les femmes de Wakiria, qui est traditionnel de Boké, ceux qui sont de Boké le connaissent, et les femmes de Wakiria sont sorties, ils ont cherché la presse pour passer leur message, pour dire aux jeunes de ne pas sortir aujourd'hui, de laisser maintenant la relève aux femmes. Ce sont les femmes qui se sont entendues de sortir aujourd'hui à partir de 10 heures, mais pourquoi? Pour demander le départ des autorités administratives, en l'occurrence le préfet et le gouverneur. Donc les femmes nous ont cherché hier, elles ont fait passer leur message. Donc nous rendons tout de suite sur le terrain pour voir la véracité des choses. Est-ce que les femmes ont respecté leur mot d'ordre? Est-ce qu'elles vont... Voilà. Alors, vous dites que le souvenir, il est triste entre les gendarmes, les forces de l'ordre et les populations par rapport à la dernière manifestation. Qu'est-ce qui s'était concrètement passé pour que ce soit triste entre les deux parties? Bon, ce qui s'est concrètement passé lors de la dernière manifestation ou bien celle d'aujourd'hui, celle de maintenant? Pas de celle d'aujourd'hui, mais vous dites que les gens se rappellent encore le comportement des forces de l'ordre lors des manifestations du mois d'avril dernier. Qu'est-ce qui s'était passé en avril dernier qui soit gardé en mauvais souvenir? Vous savez, les forces de l'ordre qui étaient venues l'autre fois ont été accusées même de vol, elles ont accusé de tentative de viol, et il y a eu beaucoup de dégâts parce que lorsqu'ils sont venus, il y en a qui donnaient des mots, qui parlaient de mots qui sont assez graves en disant que vous voulez gâter Boké, ils sont venus vous aider à gâter Boké. Il y avait des gendarmes qui parlaient... Les violences verbales. Voilà, des violences verbales, et il y en a qui sont partis jusque dans les quartiers. Bon, ils ont été accusés de beaucoup de violences quand même lorsqu'ils sont venus. Donc, les gens sont hostiles à voir les corps habillés, et surtout cette fois-ci, lorsque la manifestation avait été qualifiée de pacifique jusqu'avant-hier soir, pourquoi les gens se sont demandé pourquoi la présence des gendarmes à Boké pendant qu'il n'y avait pas de problème, sauf vraiment une revendication dont tout le monde qualifie de pacifique, de normal. De normal aussi. La revendication est qualifiée de normal. C'est un droit pour la population de Boké d'avoir le courant et l'eau pendant qu'il y a une quinzaine de sociétés minières qui sont à Boké, dont 3 en phase d'exploitation et 12 en phase de construction. Donc les gens vraiment se demandent pourquoi la présence des militaires. C'est pourquoi, hier, lorsque les femmes nous ont vus, elles ont dit que les fils, leurs enfants ont été plusieurs fois fatigués, ils ont tué leurs enfants, ils sont en train de blesser leurs enfants. Maintenant, aux enfants de se reposer, elles, femmes, elles vont sortir. Elles vont prendre la relève. Maintenant, justement, puisque vous vivez à Boké, est-ce que si les forces de l'ordre n'étaient pas venues, est-ce que on allait assister à tout ce qui se passe maintenant, vu quand même que, puisque c'est vous qui avez rappelé les manifestations du mois d'avril dernier, la crainte, il y a eu beaucoup de violences. Beaucoup de violences sur les installations justement de ces entreprises. Oui, vous savez, après la manifestation d'avril dernier, la presse, comment on appelle, les sages, tout le monde a vraiment déploré le fait qu'il y a eu beaucoup de cas, beaucoup de dégâts. Donc cette fois-ci, c'est pourquoi très tôt, le jour où ça a commencé, il y a eu des jeunes leaders qui sont sortis, l'imam lui-même et de la mairie, ils sont sortis pour sensibiliser les jeunes. Vraiment cette fois-ci, ne cassez pas, parce que ce que vous cassez, c'est pour nous. Donc ne cassez pas. Donc c'est ce qui a continué jusqu'avant-hier nuit.
Donc c'est pourquoi, lorsque les gens ont vu les gendarmes, parce que moi personnellement, lorsque j'ai entendu le tir dans la nuit d'avant-hier, j'ai appelé le préfet de Bokeh pour savoir vraiment qui a donné l'ordre de qui a fait envoyer, qui a fait venir les forces de l'ordre, oui, les gendarmes. Donc voilà, mais dès que je l'ai appelé, il a dit qu'il n'en sait rien. Donc tout de suite, il m'a raccroché. Et dans toute la journée d'hier, les autorités, quand vous les tentez, soit ça ne passe pas, soit ils ne déclenchent pas. Oui, moi-même, je viens d'avoir le gouverneur Siba Louhalamo, il dit qu'ils sont en réunion à ce moment même. D'accord, d'accord. Donc, comment la situation évolue ce matin? Est-ce qu'il y a un calme précaire? Est-ce qu'il y a au moins le service minimum assuré, par exemple, au niveau des stations, les banques et également les grands marchés? Alors nous parlons, aucun service public ou privé ne fonctionne, sauf, comme je vous le disais tantôt, à chaque fois quand même, les femmes sont libres d'aller faire leur petit marchand voilà. Donc, sinon, ni les banques, ni les autres services de marché, rien n'est ouvert. Mais quand même, il y a un service minimum à l'hôpital régional. Et maintenant, en matière de bilan, je voudrais préciser, en plus de ce cas de mort d'homme et les 41 blessés qu'on vient de nous signaler, il y a eu la gendarmerie mobile de Dibia qui a été attaquée hier par les manifestants et ils ont fait sortir... Voilà. Ils ont fait sortir toutes les denrées alimentaires qui étaient dans l'enceinte. Ils ont emporté avec eux. Et en plus, il y a eu deux camions de CMX qui ont été vandalisés complètement. Il y a le village communautaire, aujourd'hui appelé l'hôtel Le Palmier, qui avait été attaqué aussi par des manifestants qui ont, selon M. Laïdoré qui gère cet hôtel de nos jours, les manifestants ont emporté des matelas, ils ont emporté un poste téléviseur, un groupe électrogène et beaucoup d'autres matériels. Et il y a en plus un véhicule bien particulier, c'est-à-dire un expatrié qui travaille dans l'une des sociétés ici. Son véhicule a été complètement calciné. Voilà en quelque sorte ce que je peux donner comme bilan. Merci beaucoup, Monsieur Djoulde. Merci surtout de la disponibilité. Je pense qu'on va garder le contact par rapport à l'évolution de cette situation du côté de Bokeh. En tout cas, nous prions Dieu que la situation revienne à la normale le plus rapidement possible. Merci et surtout, même à vous, prudence, prudence, c'est important. D'accord? Merci. Merci. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. Avant d'aller avec Amara Somparé, l'invité de ce matin, il a été annoncé hier, il est le directeur du contrôle de la procédure des passations des marchés publics et délégation des services publics à l'administration de contrôle des grands projets et marchés publics. Daouda Mohamed Kamara, rapidement, qu'est-ce que vous pouvez retenir? Un mort, 41 blessés, le quartier chaud d'Ibia est là, les femmes qui à entendre M. Djoulde veulent maintenant prendre la relève. Oui, effectivement, c'est simplement déplorable qu'on assiste encore à l'intervalle de quelques mois seulement. On a vu en avril dernier combien de compatriotes on a encore perdu du côté de Bokeh, blessés, des actes de vandalisme. Aujourd'hui, à mon sens, la présence d'un agent des forces de l'ordre doit plutôt rassurer que d'inquiéter. Mais qu'est-ce qu'on relève aujourd'hui, c'est que les forces de l'ordre manquent carrément de pédagogie, de gestion des manifestations. Lorsque vous arrivez, ce qu'il rapporte par exemple, lorsque vous arrivez pour le maintien d'ordre dans une localité, ce n'est pas dans la capitale, c'est une région, vous arrivez et à mon sens, pédagogiquement, les forces de l'ordre doivent s'abstenir de tout propos violent, les violences verbales, mais aussi l'invective ou même les violences physiques. Lorsque vous arrivez,
On dit force de maintien d'ordre, Ouais. pas force de répression. Vous arrivez, surtout que cette dernière manifestation, on a eu depuis lundi jusqu'à hier, on avait quand même Julde qui était en direct. On a eu des ressortissants de Bokeh ou même des résidents de Bokeh qui ont souhaité s'exprimer sur la question. Mais on dit non, on préfère parler, communiquer avec le journaliste parce que avec un confrère. Avec un confrère, parce qu'on estime que lui, il peut traiter l'information avec le principe de la neutralité, comme la il vient de le faire voilà, tout à de la l'heure. neutralité avec toute l'objectivité. Ouais. Et c'est là, je crois aujourd'hui, les forces de l'ordre doivent revoir leur copie dans leur intervention pour le maintien. C'est les forces de sémence d'ordre. Hein? Pour le maintien d'ordre dans les manifestations. Parce que on ne peut pas comprendre que la présence d'un gendarme ou d'un policier crée de l'inquiétude. Ça doit plutôt rassurer les populations, que les populations disent que désormais nous sommes en sécurité. Enfin nous sommes en sécurité. Ouais. Mais malgré leur virulence, il faut le dire, ça n'a pas empêché les citoyens, les civils à aller s'attaquer à leur base. Ouais. Ils ont attaqué leur base et ils ont pillé leur base. Dans le précisément. S'ils étaient vraiment forts, à mon sens, s'ils étaient vraiment pédagogues, tout cela n'allait pas arriver. Et pendant 2 jours ou 3 jours, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de mort. Simple présence des forces de l'ordre, c'est vrai, quand il y a des remous dans un coin du pays, c'est normal que les forces de l'ordre interviennent. Ouais. Mais lorsque soit déployé, mais lorsque crée des problèmes, à mon sens, pour aujourd'hui, il faut aussi s'abstenir de leur présence. Parce que leur présence a conduit au caillassage des véhicules des particuliers, aux blessés 41 aujourd'hui qui sont hospitalisés, un mort, un certain Eugène Kamano. L'hôtel a été pillé, vandalisé et le pillé. Camion de la CMS. De la CMS aussi vandalisée. Ouais. Je crois que tout cela, ce sont des comportements qu'il faut aujourd'hui déplorer. Ouais. Il faut que les formations ou les séries de formations engagées par le général Ibrahima Baldé, il faut aujourd'hui qu'on avance plus en pédagogie de management des manifestations que d'outiller davantage pour venir violenter les citoyens. Un gendarme n'est pas forcément fait pour venir violenter. Un gendarme, il vient... Il n'est même pas fait pour violenter. Il n'est même pas fait pour violenter. Ouais. Il vient pour maintenir l'ordre et cela se passe avec une certaine pédagogie. Je sais bien que le général Baldé n'en manque pas, mais est-ce que les éléments qu'il déploie sur le terrain, est-ce que ces éléments répondent vraiment ou se réfèrent à leur cours appris en pédagogie de management, de maintien d'ordre? Ça, ce sont quand même des questions qu'il faut se poser. Sinon, le cas de Bokeh, aujourd'hui, il faut bien que les autorités s'y penchent et voir clairement qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui faire concrètement pour que le calme revienne de façon durable à Bokeh. Parce qu'il a rappelé 15 entreprises présentes sur un territoire donné et que la pauvreté bat son plein. Et que la pauvreté bat son plein. C'est un grand paradoxe. Je crois que c'est un paradoxe et on ne peut pas aujourd'hui se dire qu'on ne peut pas se lever aujourd'hui contre les populations de Bokeh, la communauté de Bokeh pour dire que vous manifestez trop, vous manifestez trop. Cette manifestation, elle n'est pas de trop. Ouais. Il revient aux autorités de prévenir cela et de cultiver une paix durable dans cette localité. Et cela en répondant aux revendications de la communauté. En tout cas, la situation est préoccupante. C'est l'œil du journaliste. Comment le natif de la localité voit toute cette situation? Est-ce qu'il est impliqué à Mara Somparé? Ça veut dire quoi? La crise récurrente du côté de Bokeh? Parce qu'on nous apprend aussi que les ressortissants vivant à Conakry tirent sur la ficelle. Ouais. Bon, ça, je vous laisse l'entière responsabilité de ces propos, parce que je ne sais pas d'où vous les tenez. Ce qui est sûr, c'est que j'ai une double casquette. Effectivement, je suis natif de la localité, mais je suis aussi aujourd'hui commis de l'État. Et ce qui se passe aujourd'hui dans la région de Bokeh est assez alarmant. Ouais. Et c'est une situation sérieuse. C'est douloureux. Face à laquelle il faut savoir raison garder. Il faut dépassionner le débat. La situation n'est pas simple. Elle est très complexe. Elle trouve ses origines de manière très profonde et très anciennement enracinée dans ce que Bokeh a connu en termes de développement économique et social. Depuis belle lurette. Je pense pour ma part que il faut d'abord revenir au calme,
La violence n'a jamais résolu les problèmes. Nous sommes dans un pays civilisé. Nous essayons de nous construire en démocratie civilisée et il faut que nous prenions des habitudes de dialogue, d'échange franc pour que nous puissions apporter des solutions concrètes aux problèmes qui peuvent se poser ci et là. Un comité de veille avait été mis en place pour justement gérer des situations critiques dans la localité de Boké. Je pense que ce comité de veille doit être renforcé ou en tout cas sa composition doit être revue pour intégrer en son sein tous les ressortissants de Boké parce qu'on ne peut pas régler les problèmes de Boké sans la présence des fils de Boké. Leurs revendications sont pleinement légitimes. Cela ne sert à rien de le nier. Il faut y faire face. Et le gouvernement avait pris un certain nombre d'engagements sur lesquels je pense que le comité de veille et les différentes délégations qui vont se rendre à Boké bientôt doivent se concentrer pour s'assurer de la mise en œuvre effective. Le problème qui était à la base de tout ça, c'est un problème de coupure d'électricité. Je crois depuis le 3 ou le 4 septembre. On est aujourd'hui le 14. Si en 10 jours, Boké, qui a 392 km de Conakry avec une route bitumée, on ne peut pas résoudre ce genre de problème, il est quand même dommage que cela soit à la source de tels débordements. Donc moi, j'en appelle à tous mes concitoyens de Boké, de Kamfarande, Kolabouy, Kamsar, Sangaredi, Binti Moudia, j'en passe, de revenir au calme, d'apaiser les esprits. J'en appelle à la responsabilité des sages et des femmes, nos mères, nos tantes qui sont là-bas, de calmer le jeu pour que de manière très apaisée, le dialogue puisse s'installer et que l'on puisse apporter des réponses aux revendications légitimes que les populations ont soulevées. Oui, mais vous parlez de la coupure de courant. Oui, tout est parti de ce délestage. L'EDG a fait une déclaration hier. Le groupe est arrivé, mais sauf que ces émeutes font que les techniciens, ça complique le travail pour eux. Est-ce que les populations aussi ne manquent pas d'impatience? Parce que vous réclamez quelque chose, il est là. Qu'est-ce qui vous empêche d'attendre que le travail soit fait? C'est la raison pour laquelle je lance un appel au calme. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, on ne peut rien résoudre dans la violence. Tant que le calme ne reviendra pas dans la cité, les techniciens ne pourront pas faire leur travail, les revendications ne pourront pas être entendues et le gouvernement ne pourra pas apporter les solutions idoines. Et même les entreprises minières qui sont dans la place ne pourront pas effectuer leurs activités au quotidien et donc permettre de répondre à ces revendications. Il faut d'abord ramener le calme dans la cité. C'est primordial. Est-ce que les ressortissants que vous êtes, s'il y a une association bien entendu, est-ce que vous vous employez dans ce sens depuis que ça a commencé ou du moins c'est maintenant que vous le faites? Non, pas du tout. Il existe bien une association dont un nouveau bureau vient d'être installé la semaine dernière. Et aujourd'hui, le président a d'ailleurs convoqué une réunion de crise à 15h. Le président de la République? Non, le président de l'association. D'accord. À laquelle je dois participer cet après-midi. Justement pour essayer de réfléchir à ce que nous pourrons apporter dans la résolution de cette crise malheureuse qui frappe notre région d'origine. Mais à écouter aussi certaines informations, c'est que les sages, les autorités ont aujourd'hui du mal à maîtriser même les jeunes, la jeunesse de Boké. La culture de la violence commence à l'emporter. Abakar Condé l'a dit tantôt, c'est un ras-le-bol général. Comme je vous l'ai dit, c'est un sujet assez grave et sérieux. Ouais. Je ne veux pas rentrer dans trop de détails qui tendraient peut-être à mettre de l'huile sur le feu, mais il faut comprendre que les populations en ont marre. Cela fait près d'un demi-siècle que la zone de Boké est reconnue comme une zone minière par excellence, que Boké Centre, qui est la capitale régionale et le chef-lieu de préfecture, est entouré de 2 îlots de richesse, Sangaredi et Kamsar, quand eux-mêmes à Boké Centre ne disposent ni de courant ni d'eau régulière. On peut comprendre la frustration des populations, il faut le dire, c'est une réalité. Mais cette frustration, tant que légitime, on ne peut pas la résorber en une semaine, voire en un mois. C'est un problème qui est structurel, qui s'est construit depuis plus de 40 ans, comme je vous l'ai dit, et pour y apporter des solutions, il faudra un certain temps. Et il faudra la participation de toutes les forces vives de Boké, société minière, État, population. Ouais, mais l'autre situation, puisque notre confrère Mamadou Diolé Diallo a déploré, c'est qu'aujourd'hui, il y a la tension, il y a les manifestants, mais le problème d'interface parmi les jeunes se pose avec acuité. Est-ce que il n'y a pas d'interlocuteur direct aujourd'hui avec qui il n'y a pas un jeune leader qui peut canaliser les autres pour que
le calme revienne. Ou que ça ne déborde pas surtout. Mais c'est ce à quoi nous travaillons depuis quelques jours. Nous avons, comme je vous l'ai dit, mis en place un nouveau bureau de l'association des ressortissants de Bokeh qui s'appelle aujourd'hui l'Union pour le développement du Kakandé. Nous avons comme projet de mettre en place des points focaux dans chacune des préfectures, des sous-préfectures et des chefs-lieux et des chefs de district, etc. Pour qu'il y ait justement des interfaces, des interlocuteurs quand on a affaire à ce genre de débordements sociaux. Nous sommes tout nouveaux. Le bureau vient d'être installé la semaine dernière. J'ai moi-même l'insigne honneur d'en avoir été désigné vice-président et j'assure le porte-parole là. Nous avons une réunion cet après-midi. Peut-être que des résolutions vont être prises et nous allons commencer en fait leur implémentation sur le terrain très rapidement. L'invité ce matin ici dans ce studio sur ce plateau, Amara Somparé, directeur du contrôle de la procédure des passations des marchés publics et délégation des services publics à l'administration de contrôle des grands projets et marchés publics. Quand on parle de l'ACGP, on parle de marché public, on parle de contrôle. Vous, votre direction, elle est tout à fait nouvelle. Vous vous occupez de quoi exactement à l'ACGPMP? Aussi, plutôt, on pouvait avoir d'abord un aperçu général sur l'ACGPMP. Alors, si vous voulez qu'on commence par l'ACGPMP, elle a été créée en 1994 sur la volonté du chef de l'État de l'époque, le feu général Lansana Conté, qui avait constaté que l'exécution des projets publics souffrait fortement, non seulement dans leur qualité d'exécution, mais aussi dans les délais qui leur étaient impartis. Et pour ce faire, il a décidé de créer une structure à lui directement rattachée qui allait assurer le suivi de l'exécution des projets publics. Et donc, à l'instar de la DGTX en Côte d'Ivoire, la Direction centrale des grands travaux, a été créée en 1994 l'administration et contrôle des grands projets, rattachés directement à l'autorité du chef de l'État pour assurer la maîtrise d'œuvre publique des projets publics. La maîtrise d'œuvre publique, cela veut dire le suivi, le contrôle et la supervision de l'exécution des projets publics. Et depuis cette création, est-ce que la CGPMP joue convenablement ce rôle? Est-ce qu'il y a eu des réformes? La CGP a joué ce rôle tant bien que mal pendant presque une quinzaine d'années. Et au début des années 2000, disons, il y a une réforme qui avait été initiée déjà sur l'impulsion de la Banque mondiale, qui tendait à demander aux différents pays de la région ouest africaine d'uniformiser ou en tout cas de faire évoluer leur système de passation des marchés publics. Donc en Guinée, à l'époque, il existait un code des marchés publics qui avait été voté en 1997 et ce code des marchés publics a fait l'objet d'une évolution profonde qui a été consacrée par la loi 020 d'octobre 2012, suivi par le décret portant code des marchés publics de la même année. Alors, l'innovation essentielle de cette loi, c'est d'avoir introduit ce qu'on a appelé le principe de séparation des fonctions. C'est-à-dire que dans la passation des marchés, il y a différents métiers et la loi 020 consacre leur séparation stricte. Le métier de régulation des marchés publics, qui a été confié à une nouvelle autorité, l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics, le métier de passation des marchés publics, qui reste dévolu à la direction nationale des marchés publics, relevant du ministère de l'économie et des finances, et le métier du contrôle des marchés publics, qui a été confié à l'ACGP, comme historiquement elle était en charge du contrôle des projets publics, il a été tout naturel de lui confier le contrôle de la passation des marchés publics. Donc vous avez maintenant un trépied en Guinée, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, le paysage institutionnel de la passation des marchés publics, où il y a un organe de régulation, un organe de passation et un organe de contrôle. Maintenant, quand on parle de la CGP en son sein, est-ce que c'est juste contrôlé ou bien la structure aussi a des démembrements pour bien fonctionner? Comment ça fonctionne même à l'interne de la CGP? Est-ce que ça a d'autres ossature? Bien sûr, au sein de la CGP, vous avez, si vous voulez, 3 métiers principaux qui sont d'abord le suivi, la coordination des études de faisabilité des projets, qui sont conduites par un bureau qu'on appelle le BCEP, le Bureau central d'études des projets.
Ensuite, vous avez le métier de contrôle de la passation des marchés publics, qui relève de la direction que j'anime. Et vous avez le métier du contrôle de l'exécution des projets publics, qui relève des autres directions techniques de la CGPMP, au nombre desquelles je peux citer peut-être 2 ou 3 exemples. Allez-y. Par exemple, vous avez la direction des bâtiments administratifs et des infrastructures sociales, qui assure le suivi de l'exécution de tous les projets tendant à construire des bâtiments administratifs et autres infrastructures. Vous avez la direction du développement rural, qui assure le suivi de tous les projets agricoles et les projets de développement en zone rurale. Et vous avez la direction des travaux, la direction des travaux publics et de l'urbanisme, qui s'occupe de tout ce qui est infrastructure routière, ouvrages, ponts et chaussées, etc. Voilà, ça c'est 3 exemples de directions qui sont chargées du suivi de l'exécution des projets au sein de la CGPMP. Alors, lorsque vous dites que vous avez globalement pour rôle le suivi, la coordination, le contrôle, l'exécution, comment vous travaillez concrètement avec les postulants pour décrocher les marchés publics? Alors, je vais vous expliquer le process. D'abord, la CGPMP n'attribue pas de marché. Ce n'est pas son rôle. La CGPMP est un organe de contrôle. Elle est là pour se prononcer, en ce qui concerne en tout cas la passation des marchés, sur la régularité et la sincérité de la procédure de passation. Quand un postulant veut décrocher un marché, Un entrepreneur. Donc. un entrepreneur, Oui. alors il y a différentes étapes. Allez-y. Il y a d'abord l'identification des marchés de chacune des autorités contractantes au sein de ce qu'on appelle le plan annuel de passation des marchés publics. C'est une liste qui indique de manière exhaustive l'ensemble des marchés qui doivent être passés par chacune des autorités contractantes. Cette liste est validée par la CGPMP à travers ma direction et elle doit faire l'objet de publications pour garantir la transparence. Depuis que nous sommes en place, en tout cas depuis que ma direction a été créée, nous veillons systématiquement à ce que ces listes soient publiées. Donc, une fois cette liste publiée, l'entrepreneur peut identifier un projet qui l'intéresse et qui doit faire l'objet d'un appel d'offres au cours de l'année. Donc, ensuite, il y a ce qu'on appelle un dossier de consultation qui est préparé par l'autorité contractante en fonction du délai qu'elle s'est fixé pour la passation du dit marché. Ce dossier de consultation peut être soit un DAO, quand il s'agit d'un appel d'offres, ou soit une demande de proposition quand il s'agit de recruter des bureaux de contrôle ou des ingénieurs conseils. Ce dossier de consultation est envoyé à la CGP pour validation. Encore une fois, nous avons un rôle de contrôle. Nous vérifions que le dossier est conforme au modèle type et qu'il ne présente aucun caractère discriminant ou qu'il n'y manque aucune information capitale qui devrait servir à l'entrepreneur. Une fois ce dossier validé, il fait l'objet de publication. Au bout de 30 jours, quand c'est un appel d'offres national, ou de 45 jours, quand c'est un appel d'offres international, les entrepreneurs candidats viennent déposer les offres qu'ils ont préparées. Ces offres sont déposées à la Direction nationale des marchés publics, qui est l'organe de passation. Ces offres sont ouvertes en séance publique, elles sont évaluées et un rapport d'attribution provisoire est établi. Ce rapport d'attribution provisoire est transmis ensuite à ma direction pour validation. Notre responsabilité, c'est de vérifier que l'évaluation a été faite de manière sincère et rigoureuse, que les critères du dossier d'appel d'offres ont été respectés et que personne n'a été brimé dans ses droits. Si c'est le cas, nous émettons ce qu'on appelle un avis de non-objection qui valide le rapport. Si ce n'est pas le cas, nous émettons des réserves et nous renvoyons le rapport au marché public pour reprendre l'évaluation. Ça arrive très souvent que l'on rejette des rapports pour non-conformité, comme ça arrive aussi que l'on valide les rapports dès la première fois. Une fois le rapport validé, c'est-à-dire soit au premier coup, soit après correction ou des anomalies, le marché est notifié, c'est-à-dire l'attribution du marché est notifiée à l'entreprise qui va préparer avec l'autorité contractante son contrat. Le projet de contrat va nous être soumis aussi pour validation, pour qu'on s'assure qu'il respecte les différents termes du rapport d'évaluation et du DAO. Et une fois que le contrat est validé, il est soumis au signataire autorisé avant d'être transmis au ministre des Finances pour approbation. Ce n'est que quand le ministre des Finances procède à l'approbation du contrat que
il peut être mis en exécution. Voilà. Mais alors pourquoi quand on parle de la passation des marchés, on parle beaucoup plus de la CGPMP que des deux autres, la Direction nationale des marchés publics, l'autorité de régulation des marchés publics. Pourquoi c'est la CGP qu'on parle le plus souvent? Je dirais que c'est normal parce que nous sommes le contrôleur. Et très souvent, nous sommes l'empêcheur de tourner en rond. Est-ce que c'est ça seulement? Mais on n'aime pas beaucoup le contrôle dans notre pays. Bon. Je l'ai constaté, ça fait 3 ans que j'occupe cette fonction. Et il faut pourtant que l'on s'y habitue. Parce que le contrôle est un gage de qualité de gestion. Ça n'exclut qu'en tout cas le contrôle et la confiance. Il faut que quand on gère les deniers publics, parce que les marchés publics, c'est la gestion des deniers publics, qui ne sont autre chose que les impôts et taxes de nos honnêtes citoyens. Les contribuables guinéens. Il faut qu'on s'assure que c'est géré de façon responsable. Donc, il faut du contrôle. Le contrôle est inhérent à la gestion publique. Malheureusement, dans notre pays, c'est une culture qui n'est pas encore très bien installée, qui commence en fait à voir le jour, et c'est peut-être la raison pour laquelle on a tendance très souvent à incriminer la CGP de ceci ou de cela. Bon, ça c'est de bonne guerre, mais ça ne nous empêche pas de faire notre travail. Vous avez dit qu'à l'origine, c'était avec pour mission le contrôle des qualités et délais d'exécution. Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, cette mission, elle est bien suivie par les différentes structures qui sont chargées de le faire? Parce que quand on prend la construction de certaines voiries, par exemple, ça commence, on dit que ça va prendre fin à telle date, mais à cette date, on prolonge, et d'autres, parfois d'ailleurs, on ne sait même pas quelle est la durée de vie de l'infrastructure qui a été réalisée. Le contrôle de l'exécution des projets demeure une des missions principales de la CGPMP. Et rassurez-vous, il est effectué de manière continue par les équipes de la CGPMP. Efficace, à mon sens, oui. Dans la mesure des moyens financiers et matériels mis à la disposition de la CGP. Parce qu'il ne faut pas oublier que la CGPMP est une structure publique qui vit de subventions. Or, pour contrôler l'entièreté des projets qui se déroulent sur le territoire national, il faut des moyens importants. Il faut des véhicules de liaison, il faut des ingénieurs, il faut des équipes pour se rendre, faire des contrôles, des relevés, etc., etc. Malheureusement, nous ne disposons pas de toute cette force, je dirais, d'équipement, ou en tout cas cette force financière, mais avec les moyens à la disposition de la CGP et avec le concours des bureaux de contrôle que nous recrutons pour nous assister, nous arrivons quand même à faire un maillage assez efficace de l'ensemble des projets publics qui sont réalisés. Maintenant, en ce qui concerne la durabilité de certains ouvrages, notamment routiers, ce n'est pas uniquement dû au contrôle de l'exécution pendant la réalisation des travaux. Il faut aussi comprendre que l'usage que l'on fait des routes, il est normé. Vous avez au niveau du ministère des Transports des règlements qui fixent les charges maximales à l'essieu. Malheureusement, très souvent, les camions et les minibus qui empruntent les routes, les chaussées ici, sont extrêmement surchargés. Sans parler de la qualité des véhicules qui laissent suinter toutes sortes de liquides issus du moteur qui corrodent la chaussée. Cela, ajouté avec la forte pluviométrie qui frappe Conakry, tend à fragiliser, si vous voulez, l'ouvrage qui est réalisé. Pas pour autant, monsieur Sampari. Ça y contribue. Ça y contribue, mais une infrastructure routière, sa durée de vie quand même ne peut pas être limitée à 7 mois seulement, à 1 an seulement, parce qu'on voit une perpétuelle reprise des constructions de voiries à Conakry, les infrastructures même à l'intérieur du pays. Non, il y a indéniablement des malfaçons que nous relevons aussi quand nous faisons notre contrôle. Attention. Et qu'est-ce que vous faites? Mais nous demandons la reprise des travaux sur les tronçons qui ont été mal faits. Aujourd'hui, vous ne voyez que les routes, mais il n'y a pas que des projets routiers. Non, c'est un voilà, aspect. c'est un aspect, mais il y a des routes qui sont bien faites. Oui. Il y a des routes c'est un aspect. Il y a aussi d'autres domaines. Voilà. D'autres infrastructures, des bâtiments et autres. Il y a des routes qui sont très bien faites aussi, à l'intérieur du pays. Mais qui sont rares. Ouais. Ah non, je suis désolé. J'aimerais que vous preniez le chiffre, que vous me rapportez le linéaire de kilomètres, le linéaire de bitume qui a été réalisé.
ce qui est défectueux et ce qui est en bon état. Bon, mais puisque vous-même qui êtes chargé, Daouda, si vous permettez, vous-même qui êtes chargé... Non, je ne suis pas chargé de faire ce contrôle. Attention, je ne suis pas chargé du contrôle de l'exécution des projets publics. Encore une fois, je suis chargé du contrôle de la passation des marchés. Non, pas quand je dis... Si vous voulez pas avoir... en tant que personne physique, ok, en tant que AC... En tant que représentant de l'ACGP. Voilà, justement. Vous-même, vous dites que vous n'avez pas de moyens suffisants pour faire ce travail. C'est clair. Mais aujourd'hui, à rouler dans Conakry, on n'a pas besoin de savoir quelles sont les routes qui sont en bon état et quelles sont le celles qui ne le sont pas. Le cas de Conakry est très spécial. C'est la porte d'entrée, monsieur. Le cas de Conakry est spécial. C'est des travaux d'urgence que l'on réalise constamment pour, si vous voulez, colmater du bitume qui n'a pas été... Bien fait. Bien fait. La réalité, c'est que la voirie urbaine de Conakry doit être reprise parce qu'il y faut des voies de circulation de l'eau d'abord. Tant qu'on ne gérera pas la circulation de l'eau, on n'aura pas d'infrastructure durable dans Conakry. Il ne faut pas se voiler la face. Mais est-ce que dans vos recommandations, cela apparaît parfois? Il suffit pas de dire ça apparaît systématiquement. Vous n'avez qu'à consulter les rapports trimestriels et annuels qui sont établis par la CGPMP à l'adresse du gouvernement et du chef de l'État. On y relève tous les problèmes et toutes les déficiences que je vous énumère maintenant. Au-delà de ça, c'est la raison pour laquelle un projet d'envergure est en train d'être négocié avec nos partenaires chinois pour reprendre une bonne partie de la voirie urbaine. On va en parler tout à l'heure, cet accord de financement. Dans effectivement vos missions, vous avez aussi celle de lutter contre la corruption. Et d'un côté, vous ne disposez pas de moyens nécessaires qui vous permettent de passer vraiment au contrôle réel, c'est-à-dire votre mission. Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas susceptible d'être corruptible? Je ne comprends pas exactement le sens de votre question. Vous dites que nous devons lutter contre la corruption. La corruption, parce que... À quel niveau? Non, mais dans les passations de marché, par exemple... Surfacturation, sous-évaluation. Vous devez lutter contre la corruption à ce niveau. Si, par exemple, quelqu'un ne répond pas aux critères qu'il faut pour qu'il obtienne un marché, et il obtient le marché, vous avez pour charge parfois de contrôler, je vais parler de l'ensemble de la chaîne, mais qui ne dispose pas aussi des moyens nécessaires pour passer au contrôle. Non, le contrôle de la passation des marchés est différent du contrôle de l'exécution. C'est un contrôle documentaire. Donc, nous n'avons pas besoin de moyens énormes pour faire notre travail. Et je vous dis ici, en toute sincérité, quand un rapport d'évaluation n'a pas été établi de manière conforme, en tout cas à ce que cela aurait dû être, nous le rejetons. Nous ne le validons pas. Est-ce qu'il est arrivé que vous rejetiez des dossiers? Très souvent. Très souvent. Mais c'est la vie normale de la passation. Vous savez, la passation des marchés, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas parce que... il y a une forte part d'interprétation dans l'évaluation des offres. Une offre parfaite à 100% n'existe pas. Donc, il y a toujours matière à discussion. Alors, c'est une question d'appréciation. Maintenant, notre objectif, c'est de s'assurer que l'appréciation, en tout cas, qui a été faite des offres, est celle qui se rapproche le plus de l'objectivité. Et ça arrive très souvent que l'on rejette des rapports. Et lorsque certains dossiers sont aussi lorsque certains dossiers sont rejetés, qui ne sont pas retenus, on spécule pour dire que parce que l'autre, il est passé, parce que il a posé un pot de vin, il a corrompu. Oui, bon, ça, vous savez, il y a beaucoup de fantasmagories autour des marchés publics. Ça, c'est un débat passionnel depuis toujours. Il y a aussi beaucoup de réalité. Et en réalité, dans notre pays aussi, il y a beaucoup de mauvais perdants. Les gens n'acceptent pas de perdre un marché. Ils pensent toujours que parce qu'ils ont perdu, c'est parce qu'on les a trichés. Mais il faudrait peut-être que l'organe de régulation accentue la sensibilisation de la société civile et la formation des entrepreneurs pour leur expliquer qu'est-ce qu'une évaluation. Parce que les gens pensent qu'il suffit d'ouvrir les plis. Si mon prix est le plus bas, c'est moi qui dois avoir le marché. Ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas seulement une question de prix. Le code des marchés publics est très clair. Ouais. Le marché est attribué à l'offre jugée conforme et évaluée la moins-disante. Il faut d'abord être conforme et ensuite être moins-disant. Ouais. Donc si au niveau de la conformité technique ou administrative, vous avez des manquements, vous ne pourrez pas être attributaire même si vous êtes le moins cher. Donc ça, il faut aussi que les gens le comprennent. Alors, c'est très facile de dire j'étais le moins cher, ils ne m'ont pas donné parce que je n'ai pas donné de pot de vin et tout, mais très souvent, c'est des histoires. C'est parce que dans l'évaluation de son offre, il y avait des manquements, autres que le prix.
Mais ça, les entrepreneurs n'ont pas tendance à y faire attention. Et parfois aussi, il arrive que lorsque beaucoup de marchés sont engagés, qu'on voit des entreprises fantômes qui naissent du coup et qui obtiennent des marchés, ou parfois des entreprises écrans qui obtiennent le marché, mais qui n'exécutent pas le marché, qui sous-traitent avec d'autres entreprises qui n'ont parfois même pas les compétences requises. Non. Est-ce que cela aussi n'est pas une réalité? Entreprise fantôme, je ne suis pas d'accord. Il y a souvent des sociétés écrans en Guinée. Non. On va aller étape par étape. Entreprise fantôme, moi je ne suis pas d'accord, parce que pour être éligible à la commande publique, il faut être en parfaite régularité administrative avec l'État, avec l'administration fiscale et avec l'administration sociale. Et ces documents sont éliminatoires quand ils n'existent pas dans l'offre. Donc une entreprise fantôme peut difficilement être attributaire d'un marché. Ça c'est le premier point. Deuxième point, vous dites société écran, entre guillemets, qui sous-traite les marchés à d'autres. La sous-traitance est prévue par le Code des marchés publics, ce n'est pas illégal. Seulement, elle est encadrée par des articles de la loi. Oui, donc on ne peut pas interdire... Que la société avec laquelle on sous-traite, qu'elle soit aussi efficace, qu'elle soit... La loi prévoit les conditions de la sous-traitance et nous y veillons strictement. Donc, qu'une entreprise gagne un marché et ensuite en sous-traite une partie, rien ne l'interdit. C'est légal. Sauf qu'il y en a parfois, ils sous-traitent l'intégralité. L'intégralité. De toute façon, je vous dis encore une fois, pour qu'un marché soit sous-traité, il y a des conditions prévues par la loi. Si ces conditions sont réunies, nous ne pouvons pas interdire la sous-traitance du marché. Si les conditions ne sont pas réunies, mais il n'aura pas l'autorisation pour sous-traiter son marché. C'est tout. L'invité ce matin ici, dans ce studio, sur ce plateau, Amara Somparé, directeur du contrôle de la procédure de passation des marchés publics et délégation de services publics à l'administration de contrôle des grands projets et marchés publics ACGPMP. Maintenant, revenons sur les différents rapports entre l'ACGPMP, la DNMP et également l'ARMP. Est-ce que parfois il n'y a pas glissement de compétences, surtout entre l'ACGPMP et l'ARMP? Glissement de compétences, oui, peut-être au début, il y a pu avoir... Parce que quand vous devez réguler et quand vous devez contrôler, la barrière pourrait parfois être... Cela tient plus à la nouveauté du dispositif. Je pense que les textes sont très clairs, mais vous savez, entre les textes et leur application, il y a souvent un petit pas. Donc, c'est la pratique, la concertation et la communication entre les différentes structures qui va nous permettre de huiler la machine et de pouvoir, chacun dans ses prérogatives respectives, remplir la mission de service public qui a été confiée à ces différents organes. En réalité, l'organe de régulation qui est l'ARMP est un organe qui est chargé de veiller au bon fonctionnement du système dans sa globalité. C'est un organe aussi de recours qui est là pour accueillir les plaintes des entrepreneurs qui seraient floués dans leurs droits ou qui penseraient en tout cas qu'ils aient été brimés dans leurs droits. Donc l'ARMP est là pour ça. Elle fait aussi de manière annuelle des audits du système de passation des marchés publics pour veiller, pour justement identifier les goulots d'étranglement, identifier les points d'achoppement et proposer en fait des mesures correctives pour améliorer la qualité du système. Ça, c'est le rôle de l'organe de régulation. L'organe de contrôle, comme je vous l'ai dit, est là pour s'assurer de la régularité et de la sincérité du processus de passation. Nous sommes là pour vérifier que les documents types qui ont été élaborés dans le cadre de la réforme sont appliqués par tout le monde. Nous sommes là pour vérifier que les documents qui doivent être rendus publics pour garantir la transparence, le libre accès et l'égalité de traitement à la commande publique sont faits dans les règles de l'art. Nous sommes là pour nous assurer que les évaluations sont faites de façon objective et nous sommes là pour nous assurer que les contrats qui sont soumis à l'approbation du ministre de l'économie et des finances respectent en tout cas toutes les dispositions légales et réglementaires à la matière. C'est vraiment un organe de contrôle. Quand nous identifions des manquements, nous saisissons l'organe de régulation qui est habilité à prendre des sanctions à l'encontre à la fois des agents publics mais aussi des agents de la société civile, c'est-à-dire les entreprises et les entreprises et tous les acteurs en tout cas qui interviennent dans la commande publique. Justement, c'est à ce niveau ma question allait situer. Contrôle, passation et régulation, qui doit en principe sanctionner, qui doit rappeler à l'ordre et à temps, parce que d'après ce texte, il vous revient aussi de vérifier
l'évolution des chantiers avec le décaissement. Parce qu'il y en a des entreprises, elles peuvent décaisser par exemple 60% du montant, alors que l'évolution du travail ou du chantier est à 40%. Ou à 20% ça relève de la CGPMP. La CGPMP, dans le cadre du contrôle de l'exécution des projets publics, Oui. fait ce qu'on appelle la certification des décomptes avant mise en paiement. Ça veut dire que lorsqu'une entreprise de travaux introduit un décompte auprès de son maître d'ouvrage pour être payé. Le maître d'ouvrage, c'est souvent le ministère de l'économie et des finances. Non, le maître d'ouvrage, en fait, c'est le bénéficiaire de l'infrastructure qui est réalisé par l'entreprise. Ça peut être le département. N'importe quel département ministériel. Il est transmis aux finances justement pour mise en paiement, mais dans le circuit de validation, la CGP intervient juste avant de renvoyer le document à la Direction nationale du Trésor qui exécute ensuite le paiement. Ouais. En quoi consiste ce contrôle? Quand un décompte arrive sur notre table, nous devons nous assurer que ce décompte correspond à une réalité de travaux exécutés. Pour ce faire, nous avons des bureaux de contrôle qui sont permanemment sur le chantier avec les entreprises et qui sont les premiers à valider la facture qui nous est soumise. Donc, si le bureau de contrôle a validé la facture, c'est que déjà, nous pouvons a priori considérer que le décompte correspond à des travaux réalisés. Mais nous avons encore un deuxième outil de contrôle. Si nous sommes douteux ou nous ne sommes pas rassurés avec les documents que nous avons reçus, nous envoyons une mission de contrôle ad hoc sur le terrain qui va aller faire un rapprochement entre le décompte qui nous est soumis et les travaux qui ont été réellement exécutés sur le terrain. Et c'est justement pour l'organisation de ces missions que je parlais de moyens matériels. Parce que si nous devons le faire systématiquement avant chaque décompte, vous pouvez comprendre que ça représente une masse de dépenses importantes. Donc nous ne pouvons le faire qu'au cas par cas, quand ce sont des montants importants ou des projets un peu sensibles. Et ce n'est qu'après ces contrôles-là que la CGPMP valide, certifie la facture et l'envoie au Trésor pour autoriser le paiement. Donc je peux vous dire, et je vous mets au défi de vérifier, qu'il est extrêmement difficile, en tout cas très rare, que nous validions des décaissements largement supérieurs aux travaux exécutés sur le terrain. D'accord. Alors, quand vous partez dans certains ministères, avant de revenir encore sur ce point de contrôle entre taux de décaissement et taux de réalisation, quand vous demandez certains ministères, ils vous diront carrément que tous les contrats sont passés au niveau de l'agence, au niveau de la CGMPMP. Qui fait les marchés, qui les passe? Est-ce que les départements ministériels, c'est eux qui doivent le faire, ou du moins il y a un seuil qu'il faut atteindre avant votre implication, ou vous êtes impliqué à tous les niveaux? En fait, il y a un seuil réglementaire qui avait été fixé au moment du lancement de cette réforme pour les marchés par catégorie de marchés. Vous avez des marchés de travaux, les marchés de fourniture de biens et services, et vous avez des marchés de prestations intellectuelles. Les seuils avaient été volontairement fixés très bas par le ministre des Finances de l'époque. Pour les travaux, on était autour de 250 millions. Pour les prestations intellectuelles et les fournitures, on était à 100 millions. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour tout marché inférieur au seuil réglementaire, la CGPMP n'intervient pas. Au-delà de ce seuil, nous intervenons a priori. C'est-à-dire que toutes les étapes que je vous ai citées tantôt doivent faire l'objet de validation préalable de la CGP. Le DAO, le rapport d'évaluation, le contrat, etc., etc. Bien. Aujourd'hui, depuis l'année dernière, un arrêté du ministère de l'économie et des finances a rehaussé ce seuil d'intervention. Nous sommes passés à 5 milliards de francs guinéens. Ça veut dire que pour tout marché inférieur à 5 milliards de francs guinéens, la CGP n'intervient pas a priori. Nous faisons un contrôle a posteriori. C'est-à-dire que ma direction envoie une mission de contrôle dans les différentes administrations pour vérifier la régularité des marchés qu'ils ont passés entre 100 millions et 5 milliards. Et nous faisons aussi ce même contrôle au niveau de la Direction nationale des marchés publics. Alors, les contrats aussi, en deçà de 5 milliards, ne sont plus signés par la CGP. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça le dispositif réglementaire en matière d'intervention a priori de la CGPMP. Alors pourquoi souvent les entrepreneurs dans les quartiers, dans les causeries disent souvent « mon dossier est arrivé à la CGP, mais ça coince ».
Mais c'est normal, comme je vous l'ai dit, nous sommes l'organe de contrôle. Donc quand un dossier arrive... Vous entendez souvent les échos là, non? Oui, moi j'entends très souvent. Mais parfois même vous recevez les coups de téléphone. Oui, mais ça ne me prend pas. On dit ça coince, il faut huiler pour que ça passe. Non, c'est pas vrai. Moi je vous mets au défi de m'amener un seul entrepreneur ici qui a dû huiler pour que ça passe chez moi. Ça ne marche pas chez moi. C'est facile de le dire. Ils le savent très bien. C'est facile aussi de le dire. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi. De toute façon, pourquoi les dossiers coincent? Les dossiers coincent très peu, souvent. Nous avons un délai de traitement légal de 12 jours ouvrables pour tous les dossiers que nous recevons. Et tenez-vous bien, nous traitons les dossiers de toute l'administration. Un peu moins maintenant parce qu'on a rehaussé le seuil. Et nous avons ramené ce délai d'ailleurs de 12 à 7 jours ouvrables. Alors, quand un dossier est en non-conformité, je suis désolé, on ne peut pas le valider. Donc, on fait un rapport de contrôle et on demande que des corrections y soient apportées. Parfois, il peut se trouver que nous ne soyons pas d'accord avec les entités détentrices de ces contrats ou de ces dossiers. Et ça pose parfois, c'est ce qui cause parfois peut-être des ralentissements dans le traitement des dossiers parce que les corrections que nous demandons d'apporter aux documents, nous exigeons à ce qu'elles soient apportées pour les valider. Alors, nous sommes dans notre bon droit, c'est notre rôle de contrôleur. Je vous l'ai dit tantôt, le contrôleur n'est jamais apprécié. C'est normal, parce qu'il empêche de tourner en rond. Mais moi, ça ne me branle pas. Sauf qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, pour passer le marché, il vaut mieux être d'accord avec les travailleurs de l'ACGPMP que ceux de la DNMP ou de l'ARMP. C'est bizarre pourtant. On a l'impression que vous avez pris de l'ascendant sur les deux autres structures. Non, les marchés ne sont pas passés chez nous, encore une fois. Nous validons les documents qui permettent de passer le marché. D'abord le DAO, le dossier d'appel d'offres. Mais si à tout moment les documents peuvent être invalidés, est-ce qu'on ne va pas avoir l'impression que c'est vous qui êtes le roi dans ce... Non, nous n'invalidons pas systématiquement. J'ai malheureusement pas ramené les dernières statistiques avec moi. Je vous les mettrai à disposition. D'accord. Nous n'invalidons pas systématiquement les dossiers. Nous avons un taux de traitement moyen. Je pense qu'en général, sur 100 dossiers que nous recevons, il n'y en a pas plus d'une trentaine qui posent de réels problèmes. Les 70% des dossiers que nous traitons, en général, ne posent pas de grandes difficultés. Et vos rapports avec la Direction nationale des marchés publics, est-ce qu'il n'arrive pas parfois qu'il y ait des grincements de dents entre les deux services parce qu'on estime qu'on a bien travaillé, de l'autre côté, on dit qu'on n'a pas bien fait. Cela fait partie de notre quotidien, mais c'est l'ordre naturel des choses. Exactement, parce que la réforme est faite pour ça. D'accord. On a séparé les fonctions pour garantir un peu plus de transparence et d'équité dans la gestion des marchés publics. Un organe passe le marché, un autre se prononce sur sa régularité. Donc, il arrive parfois qu'on ne soit pas d'accord, c'est normal, mais ensuite... les textes sont là pour nous départager. Et à défaut, la RMP. On dit souvent que l'art est difficile, la critique est aisée. Tout à fait. Donc vous êtes là pour critiquer. C'est pourquoi vous pensez que... Nous ne sommes pas là uniquement pour critiquer, puisque en amont, oui, le dossier d'appel d'offres qui est utilisé pour évaluer, il est validé par nous. Donc nous nous engageons. Quand nous validons un dossier d'appel d'offres, si nous ne faisons pas bien notre travail en amont, nous allons rendre... Ça vous rattrape après. Exactement, parce que l'évaluation sera d'autant plus compliquée. Si nous avons raté les critères, nous avons mis des critères qui soient ambigus ou difficiles à interpréter, au moment de l'évaluation, ça posera des problèmes. Donc c'est un travail complémentaire, en fait. Il ne faut pas nous voir comme des structures concurrentes. Nous sommes des structures qui se complètent. Pourtant, parfois, c'est perçu comme cela. La perception des gens est souvent fausse. Il faudrait aller au fond des choses, s'informer, consulter les rapports et les documents que nous pouvons mettre à votre disposition. Vous vous rendrez compte que ce n'est pas ça la réalité. Allez-y, Daouda. L'autre épine, c'est bien la passation des marchés au compte des fêtes tournantes. Ça a commencé à Boké, Zérékoré, Mamou et Kankan. Jusqu'à date, il y a encore des infrastructures qui restent inachevées. Ouais. Comment les marchés sont passés à ces niveaux? Alors, il faut dire que dans la passation des marchés pour les fêtes tournantes de l'indépendance, il y a eu 2 temps. Parce qu'il y a certains marchés qui ont été passés avant l'entrée en vigueur de cette réforme. Code, oui. Parce que le nouveau code est rentré en vigueur en septembre 2014. Et effectivement mis en application en début 2015, quand on a installé la RMP. Donc, la plupart des premiers marchés sont antérieurs à cette réforme. Moi, je n'ai intervenu, je pense, que dans la passation des marchés de Kankan, qui était celui de l'année 2015. Qui patine encore. Hein?
qui patine encore effectivement pour la simple et bonne raison que le président de la République a eu une grande ambition. Il a voulu doter les capitales régionales et les sous-préfectures avoisinantes d'infrastructures administratives, socio-éducatives et hospitalières dignes de ce nom, pour freiner l'exode rural, pour permettre aux gens, aux cadres de la fonction publique vivant à l'intérieur du pays, d'être au moins dans des conditions de vie décentes. Nous avons, grâce aux réformes qu'il a apportées dès les premières années de son mandat, fait des économies substantielles sur le budget national de développement. Parce que je vous rappelle que toutes ces infrastructures ont été financées par le budget national de développement. Aucun partenaire étranger n'a mis un copec pour réaliser ces infrastructures. C'est assez important, c'est historique, ça n'a jamais été le cas. Puisque vous êtes de ce régime, peut-être que... J'étais ici aussi au temps de Lansana Conté. Allez-y. Je sais ce qui se passait. J'étais pas à l'extérieur du pays. Et on n'a jamais eu une campagne de réalisation de bâtiments administratifs, socio-éducatifs et hospitaliers de cette nature. Jamais. Donc déjà, c'est une initiative à saluer. Maintenant, il est peut-être vrai que dans le cadre du dimensionnement des actions qui ont été conduites à l'intérieur du pays, on a peut-être eu les yeux plus gros que le ventre. En voulant tellement bien faire, on a multiplié les actions et malheureusement, avec la crise Ebola, avec la crise qui a frappé notre économie suite à la réduction du prix du minerai bauxite et fer, on a eu une baisse d'activité qui s'est traduite par une restriction au niveau du budget national. Donc, il a été un peu difficile de faire face à toutes les obligations qui avaient été prises. Bon, l'effort a été reporté sur les entreprises, parce que je me rappelle que dans le cadre de Kankan, on avait demandé aux entreprises de préfinancer à hauteur de 50%, et que quiconque atteignait 50% d'exécution, l'État payait la facture et lui permettait de pouvoir continuer d'achever le chantier. Bon, les vicissitudes économiques ont fait que les choses ont été plus difficiles que prévu. Aujourd'hui, tant bien que mal, les infrastructures sont en train d'être achevées les unes après les autres. Pour les entreprises qui ont été vraiment défaillantes, bien qu'après avoir reçu des paiements de l'État, les contrats vont être résiliés, des mesures très dures vont être prises et on fera en sorte d'achever toutes ces infrastructures pour que au moins, parce que le plus important, c'est que l'objectif recherché soit atteint. Qu'il y ait des infrastructures dignes de ce nom à l'intérieur du pays. Alors, même si vous dites aujourd'hui que les premiers contrats sont antérieurs à cette loi, mais est-ce qu'il ne vous revient pas aussi d'avoir un regard sur un regardant sur les marchés qui ont été passés et qui sont antérieurs à la loi? Mais si, la CGP possède à ses missions de contrôle régulières, même sur les infrastructures des années passées. Mais je vous l'ai dit encore une fois, c'est des infrastructures sur budget national. On a beau mettre la pression sur les entreprises, si aussi l'État n'a pas la disponibilité des ressources pour leur permettre d'achever leur chantier, c'est un peu compliqué. Donc avec le peu de moyens qu'on arrive à mobiliser, on essaye petit à petit d'achever les différents chantiers qui ont été lancés depuis l'arrivée du chef de l'État. Même si beaucoup pensent à ce niveau qu'on préfère tuer les entreprises locales et accompagner les entreprises étrangères. Et faire face à la dette extérieure. Tuer les entreprises locales, non, parce que tous ces marchés ont été attribués à des entreprises locales. Oui. Au contraire. Non, la dette intérieure, à un moment donné, le paiement de la dette intérieure n'était pas la priorité du gouvernement. Il faisait beaucoup plus face à la dette extérieure. C'est pas aussi simple que ça. Vous savez, comme vous l'avez dit tantôt, la critique est aisée. Ça ne marche pas comme ça. Vous savez, la macroéconomie d'un pays ne se gère pas comme la boutique de l'épicier du quartier. Donc, la dette intérieure aujourd'hui est une réalité. Elle est en train d'être payée progressivement parce que c'est une priorité du gouvernement aussi de ne pas justement étouffer son tissu entrepreneurial local. Ce n'est pas possible. Il faut pousser ces entreprises parce que c'est elles qui sont les génératrices d'activités économiques, les créatrices d'emplois. C'est la plus-value. Exactement. Sauf que beaucoup d'acteurs de la société civile ont bien salué cette initiative, mais l'autre aspect, ils estiment qu'il y a eu beaucoup de surfacturation lors du passage de ces différents marchés. Surtout le cas de Mamon a été une illustration à leurs yeux. Le groupe de Ibrahima Balaya Diallo est souvent revenu sur les antennes pour dénoncer combien il y a eu de surfacturations. Est-ce que le cas de Kankan, puisqu'à ce niveau, vous étiez déjà en fonction, vous avez veillé à cela? Vous savez,
dire qu'il y a des surfacturations dans les marchés publics, c'est très facile. Pour dénoncer une surfacturation, il faut d'abord un élément de comparaison. Forcément. Il faut ce qu'on appelle un référentiel des prix. Ouais. Malheureusement, notre administration publique ne dispose pas à ce jour de ce qu'on appelle une mercuriale des prix. C'est grave. Hein? Cette réforme, quand elle a été faite, elle devait être accompagnée d'un certain nombre de documents supports qui permettraient d'assainir le cadre institutionnel de la commande publique. Or, à date, cette mercuriale n'existe pas. C'est celle-là qui devrait servir de référentiel. Alors, en l'absence de mercurial des prix, nous sommes dans le cadre d'un appel à la concurrence. Donc, ce sont des offres que l'on compare les unes avec les autres, sur la base d'une enveloppe confidentielle qui est préparée par l'autorité contractante. Ça veut dire que le bénéficiaire de l'ouvrage estime le coût de réalisation de l'infrastructure. Le marché est attribué à l'entreprise jugée conforme, évaluée la moins-disante, mais qui rentre dans cette enveloppe confidentielle. Parce que si on estime un bâtiment à 10 milliards et que quelqu'un fasse une offre à 4 milliards, on ne va pas lui attribuer le marché. Parce qu'il est loin en dessous de l'estimation qui a été faite par le bénéficiaire. Donc, nous, c'est ça notre référentiel. Quand on donne un marché à une entreprise qui se trouve dans l'enveloppe confidentielle, qui a un dossier administratif et technique conforme et qui est moins cher que ses concurrentes, je ne sais pas sur quelle base on peut me dire que ce marché, le prix est surfacturé. Ça, c'est un. Deuxièmement, il ne faut pas oublier aussi que les entrepreneurs, lorsqu'ils préparent leur offre financière en Guinée, intègrent un certain nombre de risques. Parce que le coût de la devise. Exactement. Nous avons une monnaie très fluctuante par rapport aux devises étrangères. Pour peu que l'entrepreneur doive importer des équipements de l'extérieur pour réaliser son infrastructure, il est obligé d'en tenir compte dans son offre financière. Deuxièmement, je vous ai dit tantôt que c'est des marchés qui ont été préfinancés par les entreprises. Donc il y a une charge financière que l'entrepreneur supporte auprès de sa banque. Il est obligé de l'intégrer dans son prix. Ensuite, il y a le paiement différé qui est fait par l'État. Parce que tout le monde sait que les circuits de paiement de l'État, malheureusement, sont très souvent longs. Il faut intégrer aussi ce risque de retard de paiement, parce que quand on a affaire à une banque, la banque, elle ne connaît pas l'État, elle ne connaît pas les demandes de report. Ouais. Elle frappe d'intérêt tout retard de versement de la part de son client. Donc, tous ces paramètres mis ensemble, il est clair que le coût du marché au final sera légèrement ou en tout cas substantiellement plus haut que ce qu'aurait pu être le prix du même bâtiment réalisé par quelqu'un qui a l'argent tout de suite à disposition avec tout le matériel sur place. Ça aussi, il faut le dire, c'est une réalité. Et l'autre aspect, c'est bien les marchés de gré à gré. L'audit a été commandité par le ministère de l'économie et des finances. Il révèle que beaucoup de marchés sont passés de gré à gré et des choses qui sont souvent dénoncées aussi par la classe politique, notamment l'opposition. Alors, les fameux marchés de gré à gré. Ah, vous qualifiez des fameux. Oui, mais parce que, vous savez... ça a même été débattu en Conseil des ministres. Les gens... on va aller étape par étape. Oui, au cas par cas. Dans le Code des marchés publics de 1997, il était prévu la possibilité de passer des marchés gré à gré. Ça veut dire en négociation directe avec une entreprise. Pour éviter les errements qui ont été enregistrés par le passé, la nouvelle loi a verrouillé le gré à gré en obligeant toute négociation par entente directe en la conditionnant à la consultation d'au moins 3 entreprises. Ça veut dire que dans le code actuel, quand vous dites gré à gré, ce n'est pas une négociation directe. C'est la consultation de 3 entreprises, systématiquement. Ça, c'est une première chose qu'il faut retenir. La deuxième chose qui découle de la première, c'est que le gré à gré n'est pas une procédure de passation des marchés illégale, puisqu'elle est prévue par les textes. On est d'accord. Elle est autorisée, seulement dans certaines conditions. L'article 11 de la loi 020, en son alinéa 4, prévoit les 4 cas dans lesquels on peut utiliser l'entente directe. Ça veut dire que c'est une procédure qui est encadrée par la loi. Et la CGPMP a charge de prononcer, de donner un avis motivé sur les demandes qui sont émises par les autorités contractantes pour utiliser
les procédures dérogatoires. Certes, c'est pas illégal, mais est-ce que ça n'ouvre pas aussi une Des fenêtre des vannes vers pas une fenêtre, des vannes. des vannes vers la surfacturation, la surfacturation et même la corruption. Oui. À partir de l'instant où... Parce que pour beaucoup de langues aussi, lorsqu'on est à ces fonctions, lorsqu'on est à ces fonctions, le contrôle est dur pour le Guinéen. Lorsqu'on est à ces fonctions, il y en a qui créent des entreprises et lorsque le marché tombe, et puis le marché est attribué à... La consultation des 3 candidats respecte les mêmes règles et principes que la consultation des entreprises dans le cadre d'un appel d'offres classique. Ça veut dire il y a un dossier de consultation, elles doivent constituer des offres techniques et financières qui sont évaluées, il y a un rapport qui est établi et on choisit l'entreprise la moins disante. Il y a aussi une obligation de contrôle des prix pour tout entrepreneur qui a bénéficié d'un marché par entente directe. Le code prévoit un contrôle des prix à effectuer par l'État. Donc c'est une procédure très encadrée. La procédure même qui est la plus usitée, ce n'est pas l'entente directe ou gré à gré, c'est la consultation restreinte. La consultation restreinte qui est une autre forme de dérogation à l'appel d'offres prévue par la loi, mais qui prévoit tout simplement que dans le cas de marchés très spécifiques, dont les prestations ou en tout cas les biens que l'on recherche ne peuvent être obtenus qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, que l'on constitue une short list d'entreprises qui vont être consultées. C'est les 2 modes de dérogation essentiellement utilisés aujourd'hui. Mais encore une fois, les dernières statistiques des marchés publics passés depuis le début de l'année, vous verrez que le nombre de gré à gré est de loin en dessous des 10% des marchés passés depuis le début de l'année. En ce qui concerne l'audit dont vous avez fait mention, c'est un audit qui a été commandité par le ministère des Finances sur recommandation de la Banque mondiale, parce que nous avions à l'époque sollicité un appui budgétaire de la Banque mondiale, mais qui voulait auparavant faire l'état des lieux de la commande publique dans le pays. Bien, ce rapport a été fait, mais c'est un rapport qui a été conduit sur une liste de marchés ciblés, j'insiste. À l'époque, un certain nombre de marchés avaient été passés avec garantie souveraine de la Banque centrale. C'est plutôt ces marchés-là qui étaient visés par la Banque mondiale. Et d'ailleurs, l'une des conclusions majeures de ce rapport, c'était l'interdiction des marchés avec garantie souveraine de la Banque centrale. C'était des marchés dans lesquels les entreprises préfinançaient les opérations parce que nous étions dans une situation budgétaire exsangue et contre garantie de la Banque centrale, ils préfinançaient les opérations et après l'État s'arrangeait à les rembourser avec un arrangement budgétaire étalé sur 2 ou 3 exercices budgétaires. Les entreprises qui offraient ces préfinancements-là, effectivement, il n'y en a pas 10 qui courent dans les rues. Donc ça a été selon des procédures dérogatoires qu'elles ont été choisies. C'est de ça qu'il s'agit. Tout le fantasme qui tourne autour de ça, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si vous me dites qu'il y a des politiques qui dénoncent l'usage abusif du gré à gré, moi j'aimerais le renvoyer à leur propre gestion, bien sûr. Parce que je me rappelle du marché des lampadaires solaires ici, passé sous le régime de Lansana Conté. Il n'y a pas eu d'appel d'offres, si je me souviens bien. Le marché d'attribution de la zone de Kipé, qui est aujourd'hui occupé par Plaza Diamond, qui avait été donné à des Libyens à une époque, avec un paiement opaque de 4 millions de dollars versés à Dakar. Je ne me rappelle pas qu'il y a eu un appel d'offres à cette époque, n'est-ce pas? Et je peux vous en citer d'autres. D'accord. Et l'autre aspect, pour terminer avant d'aller avec les auditeurs, c'est les 20 milliards de dollars, l'accord de financement entre la Guinée et la Chine. Est-ce que la CGPMP a 20 milliards de dollars, c'est pas 20 millions. 20 milliards de dollars. 20 milliards de dollars. Beaucoup de marchés attendus également. Oui, est-ce que vous avez une part de responsabilité dans la gestion des marchés? Écoutez, c'est d'abord une nouvelle extrêmement importante. Il faut vraiment saluer l'abnégation du chef de l'État et son leadership dans la conduite des négociations avec nos partenaires chinois pour l'obtention de ce financement. Ça fait plusieurs mois que différentes équipes de la présidence et du gouvernement travaillent sur ces dossiers, notamment la CGPMP, qui est vraiment au cœur de ces discussions. Et aujourd'hui, nous sommes extrêmement fiers et heureux de constater que cet accord a enfin été signé. Et nous avons bon espoir que très bientôt, ces fonds vont arriver en Guinée pour financer des projets d'infrastructure. Parce que le principe de base, vous avez dû le comprendre, c'est que en échange de titres sur les ressources bauxitiques et les ressources de fer de la Guinée, la Chine s'engage à financer des projets
d'infrastructures que nous allons identifier en commun accord et qui seront confiées à des entreprises chinoises. Donc, bien sûr, la CGP va jouer son rôle dans le cadre de la passation de ces marchés. Mais déjà, il faut savoir que c'est des marchés très particuliers parce que selon les conditions du bailleur de fonds, ce seront des entreprises chinoises qui seront identifiées pour les réaliser. Ça ne nous empêchera pas de les mettre en concurrence les unes avec les autres, comme nous le faisons déjà. Et bien sûr, nous aurons à jouer notre partition et nous sommes prêts. De toute façon, ça fait plusieurs semaines qu'on y travaille, comme je vous l'ai dit. Et je pense que cela va booster l'économie guinéenne parce qu'un apport de ce montant dans une économie, c'est pas négligeable du tout. À présent, on va aller avec les auditeurs et téléspectateurs. Vous qui avez suivi l'émission depuis le début, le 666 99 99 30 ou le 666 99 99 31. Deux sont déjà en ligne. Le premier, Siradio, bonjour. Bonjour Mohamed Kamara, bonjour M. Abakar Kondé. Moi, je fais un constat, j'ai suivi le débat de début à la fin, mais votre invité est très allergique aux politiciens. Il a dit qu'il les renvoie dans leur gestion. Moi, je voudrais lui poser des questions. C'était la fin du débat. Oui. Maintenant, je voudrais lui poser des questions. On a fait un constat, nous, que les routes qu'on faisait hier est plus résistantes que les routes qu'on fait aujourd'hui. Par exemple, quand vous prenez la route de Prince qui est faite par El Asseli Diallo, je vous dis, jusqu'à présent, la route la résiste. Mais aujourd'hui, on a eu des routes de Guinée qui ne résistent même pas des sommets. Quelle explication peut donner au peuple de Guinée? La deuxième question, je voudrais lui dire si réellement il est informé de la route que les Chinois avaient fait en Sierra Leone. De fait, il y a eu un accord entre les Chinois et la Sierra Leone qu'il allait faire une route à péage. Aujourd'hui, la Chine a fait ça jusqu'au milieu. Ils ont arrêté, ils ont dit, maintenant ils vont faire ça à péage. C'est le reste. C'est l'argent qu'ils vont avoir là ils vont maintenant financer le reste de la route. Est-ce que la Guinée ne risque pas de tomber dans le même piège? Maintenant, je voudrais intervenir. Permettez-moi, s'il vous plaît, je vais dire moi ce qui concerne la crise qui se passe à Boké. Monsieur Abakar Kondé, souvenez-vous des promesses que le gouvernement l'avait données au Bokéka pendant le mois de février dernier. Et vous dites à maintes reprises, on ne peut pas développer un pays avec des annonces, des fausses promesses, des mensonges d'État. Merci beaucoup, monsieur Siradio Diallo. Carlo Ibrahima, bonjour. Bonjour mon frère, mes frères, bonjour à votre invité. Nous vous écoutons. Il faut dire à votre invité, s'il a un temps contre Piaté, c'est un peu perdu parce qu'il ne fait rien. Il parle des 4 mais il a simplement dit qu'il a donné juste un petit exemple. Les lampadaires. Vous êtes allergique le marché aux des exemples. Il y en a il a un temps contre Piaté. Sinon, il n'a pas parlé de 4 millions de dollars. Il a ça. Et puis, après les documents valables, parce que lui, il est au marché public là-bas. Oui. La dénonciation qu'on est en train de faire aux autorités des marchés publics, là où il y a, comment on appelle, M. Diallo Makabo. Jonas Kadiata Diallo. Voilà, ses collègues ont dénoncé des détournements là-bas. Ils ont même écrit une lettre ouverte à les autorités, les contrôleurs qui sont là-bas. Ça vous dit rien que la gestion d'Alpha Condé, c'est une gestion opaque. D'accord. Combien de l'argent Alpha Condé a pris comme crédit de fixe de bilan en Guinée? L'obtention de PTT, qu'est-ce que votre organe a bénéficié là-dedans? Quel est l'investissement que vous avez fait après l'obtention de PTT? C'est 10 milliards 400 millions. Et le cité Niger, dans un rapport, l'audit que le ministère des Finances avait fait. Le bâtiment que se trouve à Cité Niger, là où tout l'argent a été débloqué, il y avait 5 milliards de francs guinéens. Pourquoi jusqu'à présent le travail n'a pas fini? D'accord. Et les auteurs n'ont pas été arrêtés. Merci, M. Kalo, d'être passé. Barry Kernomamou. Monsieur Barry, bonjour. Bonjour, je t'appelle depuis Route de Mamou. Nous vous écoutons, M. Barry, depuis Mamou. Je suis à Route de Mamou, je n'ai pas arrivé à Mamou d'abord. Ah, d'accord. Comment vous nous suivez, M. Barry? Voilà. Bon, comme je déjà connais le thème des choses,
Et comme je connais l'air là, je vais aller libérer l'air. C'est pour cela que je l'ai appelé. D'accord, allez-y. Bon, concernant ce que se passe à Boké, je voulais intervenir. Moi, je demande l'État guinéen pourquoi il ne peut pas prendre de responsabilité à temps. À chaque fois, il y a des manifestations. Parce que vous savez, c'est bien pas 3 mois d'abord depuis que les manifestations qui avaient à Boké problème de courant. Pourquoi jusqu'à présent ils n'ont pas réglé? Dès que les citoyens sont pour réclamer leurs droits, ils vont commencer à dire de leur manipuler par la politicienne. À chaque moment, si les citoyens guinéens vont sortir pour demander leurs droits, ils vont dire que c'est les politiques. Tous les programmes en Guinée sont devenus politiques. Pourquoi ils n'ont pas réglé le problème de courant? D'accord, nous allons poser votre question à qui des droits. Daouda Mohamed Kamara sera tout à l'heure au compte rendu du Conseil des ministres. Je crois qu'il va poser cette question à Damanta Albert Kamara. Jawara Draman. Monsieur Jawara, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous vous écoutons, oui, ça va. Ok. Excusez-moi, clairement, c'est que moi, je suis contre les propos ethniques de, comment on appelle, M. Siraj Diallo. Dire que, comment on appelle ça, votre invité a tenu les propos politiques. Mais moi, ça, c'est pas M. Jawara, ça, c'est pas ethnique, ça. C'est pas un propos, c'est ça. Voilà, c'est peut-être vous qui n'avez pas compris, mais ce n'est pas. Si à ses yeux, l'analyse de M. Somparé est politique, vous pouvez dire que l'analyse est économique ou sociale. Monsieur Jawara, soyez raison gardée, allez-y. Ok. Merci. Bon, alors. Voilà, ce sont les frères de Ansa Jawara. D'accord. Voilà, ce sont les gens de Tokounou. Certainement, ils ont consommé comme ça à Gogo, Lagouti. Est-ce que maintenant, le ministère de la Santé a estimé qu'on peut manger encore là? Ebola est parti. D'accord, un auditeur en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, Chérie FM, Kaba, le côté de Monsieur Kaba, nous vous écoutons. Aïe, il est parti. Monsieur So de Kobaya. Monsieur So, bonjour. Bonjour, monsieur Koné, vous allez bien? Ça va très bien, nous vous écoutons. Ça fait longtemps là, c'est aisé de vous appeler, ça passe très très difficile. Oui, vous savez, l'autoroute aussi, quand il y a trop de véhicules. Ça va? C'est en bouteille. Depuis le fait qu'on ne s'est pas vu après la fête a été bien passée. Alhamdulillah, ça s'est bien passé. Au moins vous avez eu un peu de viande à manger. On sait que beaucoup de viande d'ailleurs, So. Ah, Dieu merci. Moi, c'est juste pour vous dire bonjour, quoi. C'est pas pour intervenir. Voilà, merci à vous d'être passé, monsieur So, dans cette émission. 666 99 99 30 666 99 99 31. Alors on revient sur la première question. Oui, et si Radio estime que les anciennes routes sont plus résistantes que celles qui sont faites aujourd'hui. Je crois que ma question était revenue sur ça. Lui, il a même été pointu. La route Le Prince. Réalisée par Cellou Dalein Diallo. Ouais. Je ne pense pas que ce soit Cellou Dalein qui ait réalisé la route, mais plutôt l'entreprise Anco 5 à l'époque. Alors peut-être qu'il était le ministre des Travaux publics. Oui, mais il y a des routes qui ont été réalisées sous la supervision d'autres ministres qui tiennent encore. Le tronçon Amdallah et Bellevue était réalisé par une société brésilienne à l'époque. Jusqu'à présent, ça tient. Bref, je vous l'ai dit encore une fois, je ne prétends pas être spécialiste des questions routières. Le ministère des Travaux publics est plus indiqué pour vous orienter sur ce sujet-là. Mais ce que je retiens, c'est que des efforts en tout cas ont été consentis pour améliorer le maillage routier de la Guinée et de Conakry. Mais ce qui est indéniable, c'est que tant qu'on n'aura pas résolu la voie de circulation de l'eau dans la capitale Conakry, on aura beau faire des routes, elles ne tiendront pas. Ça, c'est clair et c'est net. Et aujourd'hui, le trafic routier s'est densifié. Les gens ont tendance à oublier que Conakry d'il y a 20 ans et Conakry d'aujourd'hui, ce n'est pas la même densité. C'est pas la même densité, c'est pas le même nombre d'habitants, c'est pas le même nombre de véhicules qui circulent, etc., etc. Donc tous ces paramètres doivent être pris en compte. Mais il faut aussi qu'une route tienne au moins 2 ans ou 3 ans. Alors nous avons comme je vous l'ai dit au début de l'émission, il y a un grand projet de réhabilitation de la voirie urbaine de Conakry qui va porter sur 200 km de voirie intégrant des échangeurs pour justement améliorer et mettre un terme définitif à tout cela. Cela fait partie... En tout cas, désengorger. Non seulement désengorger, mais aussi améliorer la qualité même de l'infrastructure routière dans la capitale. Le Premier ministre l'a annoncé dans ce studio avec les 20 milliards qui sont débloqués. On va prendre rapidement cet auditeur, M. Kaba Loko de Bessia. M. Kaba, bonjour. Bonjour, avec le CFM. Nous vous écoutons. Vraiment,
moi, ce que j'ai à dire, c'est concernant la jeunesse du Bouquet. Parce que si la jeunesse du Bouquet ne fait pas attention, ils vont mettre une région en retard. Manifester contre un régime, parce que pour eux, ce n'est pas pour les manifestations de courant. À Conakry, qui est capitale, il y a des coupures de courant partout. Mais avec eux là-bas, dès qu'il y a des coupures, on dirait comme s'il y a un nez noir là-dedans. Dans ce cas, c'est ça qui est plus grave. Voilà, on vous a largement compris, M. Kaba. On va continuer avec... Non, je pense que je vais faire un commentaire sur ce qui vient d'être dit. Oui. Il faut dépassionner le débat. J'insiste là-dessus. Bokeh ne manifeste pas contre un régime. Monsieur Sampari est commis de l'État, il est ressortissant de Bokeh. Exactement. Et je le dis haut et fort, Bokeh ne manifeste pas contre un régime. Il faut qu'on arrête de mettre de l'huile sur le feu. Les revendications des populations de Bokeh sont légitimes. Ça, il faut y apporter des réponses idoines et pérennes. C'est ça la réalité. Oui. Le président de la République a décrété que Bokeh sera une zone économique spéciale, vu la nature de la richesse de son sous-sol et de toutes les potentialités économiques qui sont promises pour le développement de cette région. L'argent a horreur du bruit. Arrêtons la violence. Mettons, comme on dit dans le jargon local, bas la terre, retrouvons-nous autour d'une table de dialogue franc et sincère et résolvons les problèmes posés par les populations de Bokeh. Ça ne sert à rien de dresser les Guinéens les uns contre les autres. Ça ne nous amènera nulle part. Il faut qu'on arrête ça. Alors, Siradio, sa deuxième question, c'est bien autour de la route à péage que les Chinois ont réalisé en Sierra Leone. Est-ce que, à un niveau, ils ont arrêté les travaux pour attendre que l'argent leur soit versé pour continuer? Est-ce que la Guinée ne risque pas aussi de tomber dans le même piège? Je ne connais pas les subtilités de l'accord cadre que la Sierra Leone a signé avec la Chine, donc je ne peux pas me prononcer sur les raisons pour lesquels, si en tout cas cette information a été avérée, ce projet routier a été interrompu. Ce qui est sûr, c'est que nous avons mis du temps à négocier cet accord avec la République populaire et révolutionnaire de Chine, et les principes sur lesquels cet accord repose sont des principes solides, d'échange gagnant-gagnant, titre minier, encore une fois, contre projet d'infrastructure, et nous allons, avec le temps, baliser de manière plus précise les contours des différents contrats qui vont être passés pour en tout cas éviter de tels désagréments. Ça, c'est clair. Nous ne voulons pas nous retrouver dans des configurations où on entame des projets qui ne pourraient pas être conduits à terme. Ce n'est pas possible. Votre clin d'œil sur Lansana Kouyaté ne plaît pas à un de ces militants fervents. Bon, j'ai donné des exemples les plus récents. Malheureusement, ils se sont retrouvés sous Lansana Kouyaté. Oui, ces deux exemples récents, il y en a d'autres. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit encore une fois, c'est parce que la loi de 97 avait institué le gré à gré comme étant une négociation directe entre l'État et une entreprise que la nouvelle loi de 2012 a imposé la consultation de 3 candidats. Si cela a été fait, c'est bien pour corriger des erreurs. Donc c'est que des gré à gré, il y en a eu dans le passé aussi. Donc il faut qu'on arrête. C'est-à-dire qu'en Guinée, les gens ont tendance toujours à renvoyer les débats de fond à des débats de paroisse contre paroisse, des débats d'individus. Ici, c'est pas moi je ne suis pas là pour mener un débat d'individus. Je suis là pour parler au nom de la Guinée, au nom de l'administration que je sers et qui a pour seule ambition de fournir à ses concitoyens des infrastructures durables et utilisables par tous. Le mot de la fin. Mais tout d'abord, je vous remercie. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas passé chez vous. Oui. Parce que comme je le dis souvent, il y a un temps pour la parole, il y a un temps pour l'action. Depuis la fin de les élections présidentielles, nous nous sommes attelés à vraiment remettre le pays sur les rails après la forte crise sanitaire qui nous a frappé, celle d'Ebola, et la crise économique qui s'en est suivie. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons bon espoir que les choses sont en train de redémarrer. Cet accord avec la Chine en est la démonstration la plus flagrante. Donc tout ce que l'on peut dire, c'est de vraiment ce que les Guinéens doivent se retrousser les manches et accepter de se remettre au boulot pour qu'on remette ce pays-là en ordre de marche. Et en ce qui concerne mes frères de Bokeh, encore une fois, j'insiste, j'appelle vraiment tout le monde à la calmie pour que, ensemble, de manière intelligente, nous puissions trouver des solutions
durable aux problèmes qui sont posés dans la région de Bokeh. Merci à vous d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur du contrôle de la procédure de passation des marchés publics et délégation de services à l'administration de contrôle des grands projets et marchés publics, en abrégé ACGPMP. Merci à Daouda Mohamed Kamara pour la co-animation. Merci à la technique radio et celle de la télévision pour non seulement la mise en onde mais également la réalisation. La rediffusion de l'émission, c'est à 22h05 sur Chérie FM, la 104.1 et 22h15 sur Africa Today Télévision, ou encore allez sur notre site www.tamtamguinée pour regarder l'intégralité de la vidéo. Quant à nous, on se reprend demain, même heure, même fréquence, même studio et même plateau pour le dernier numéro de la semaine. Encore une fois, merci d'être des nôtres et portez-vous bien. La tribune de Lecture Plus, c'était avec l'équipe de la rédaction. Du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée, la tribune de l'actualité plus. Comprendre, décrypter, analyser et commenter l'actualité sociopolitique, économique et culturelle en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGE Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée.